Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, on y parle nutrition spécialisée sur le cycle menstruel. Non, les règles ne sont pas forcément douloureuses. S'informer sur les solutions de confort et sur l'impact de certains facteurs est essentiel. Vanessa accompagne au quotidien des femmes à mieux vivre leur cycle menstruel. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir cet épisode riche en informations. Bonne écoute! Bonjour Vanessa. Bonjour Mélissa. Je te remercie d'avoir proposé ta participation dans Bicafam. Merci infiniment pour ça. Merci de m'avoir invité. Un honneur pour moi d'être là. Merci à toi. Écoute, avant de commencer à discuter, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît. D'accord. Alors, je m'appelle Vanessa Méry-de-ma-Mère. Donc, je suis biochimiste, nutritionniste. J'accompagne les femmes, en fait, à mieux connaître leur cycle, à comprendre comment l'alimentation peut les aider à vivre des cycles de façon plus sereine, tout ce qui est douleur, etc., à mieux les comprendre aussi. Et donc, j'accompagne du coup tout naturellement beaucoup de femmes qui sont atteintes d'endométriose, de syndrome des ovaires polykystiques, des femmes qui ont des règles douloureuses pour X ou Y raison. Voilà, on va dire que c'est vraiment la majorité des personnes que j'accompagne, même si bien sûr ça peut arriver souvent, peut-être les deux aussi ensemble, que ce soit pour de la perte de poids ou des choses comme ça. D'accord, très bien, c'est super intéressant. Écoute, avant de commencer à parler de tout ça, je vais te demander de parler un petit peu de ton enfance, de ton adolescence. Comment tu la décrirais? Alors, moi, j'ai eu une enfance que je considère vraiment comme une enfance heureuse, assez choyée, puisque je suis la dernière de 4 filles. Donc, j'ai des souvenirs comme ça avec mes sœurs. J'étais leur petite poupée, m'habillait, on faisait des défilés, on chantait, on riait, on inventait des histoires. C'était vraiment, vraiment des très bons souvenirs d'enfance. Donc, ma famille, c'est très, très important pour moi. Et mes sœurs, voilà, mes sœurs, c'est vraiment, c'est tout pour moi. Et ma famille, mes parents aussi, bien sûr. T'as toujours été entourée de femmes finalement, parce que tu me parles de tes sœurs. Oui. Vous êtes 4 Voilà. sœurs, c'est ça? À la maison, c'est les femmes, hein. Mon père, Girl power. Girl power, voilà. Mon père, il est resté tout seul pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait mon premier beau-frère qui soit venu dans la famille, et puis mon deuxième beau-frère, là, donc, et maintenant mon compagnon. Mais c'est vrai que pendant longtemps, il était le seul homme, là. Écoute, on va commencer justement. Tu peux nous parler de ton parcours professionnel, s'il te plaît? Oui, alors moi, j'ai un parcours professionnel assez riche, on va dire, hein. À la base, j'ai toujours été passionnée par la chimie et la biologie, les deux. Donc, à un moment donné, il fallait choisir. Donc, au début, je me suis engagée vers la chimie et j'ai fait une prépa de chimie organique. Ensuite, finalement, c'était assez compliqué. À 18 ans, je suis partie en France, donc c'est un peu difficile pour moi, cet éloignement. Et puis, je me suis redirigée vers la fac de biologie. Donc, voilà, j'ai dit, OK, la chimie, je vais aller vers la biologie, la biochimie, en fait, plus précisément, parce que c'était quand même une filière très, très, très portée sur la chimie, la biochimie, la biologie, la physiologie, toutes les choses que j'aime, en fait, parce que moi, à la base, ce qui m'anime, c'est de comprendre comment les choses fonctionnent. Et je dis toujours, la chimie, c'est la vie. La chimie, c'est quand on pense au mot chimie, on pense
voilà, des trucs chimiques, des trucs artificiels et tout. Mais en fait, ce qui se passe dans notre corps, c'est de la chimie. C'est vrai, en fait, hein. Et donc, la biochimie, c'est comprendre les réactions métaboliques qui se passent, comment elles se passent, de quoi elles ont besoin pour qu'elles se passent. Et tout ça m'a vraiment beaucoup passionnée. Et du coup, j'étais ravie de cette de redirection, on va dire. Et j'ai fait donc mon master à Cergy-Pontoise, hein, en région dans le Val d'Oise. Voilà, après mes 5 ans d'études, j'ai hésité vraiment longtemps. Enfin, vers la fin, j'ai hésité entre continuer tout de suite en faisant un doctorat, parce que j'avais pas vraiment trouvé le sujet qui me plaisait. J'étais pas trop sûre. J'avais fait un stage de fin d'études dans le milieu de la rhumatologie. Bon, c'était intéressant, mais c'était pas, il manquait la petite flamme en fait. Donc, finalement, je me suis dit, je vais prendre un peu le temps de me poser, une année sabbatique. Et vers la fin de mes études, en fait, j'avais commencé à m'intéresser à la nutrition. J'avais commencé vraiment sur le tard du coup à me dire, ben, en fait, qu'est-ce que je mange? Quel est l'impact de ce que je mange sur ma santé? Je commençais à me poser ces questions-là. Et puis, bon, une chose en entraînant une autre, hein, puisque je suis passée par plusieurs phases. Et à l'époque, je suis passée par une phase végétarienne, limite végétalienne, parce que comme beaucoup, j'ai regardé les reportages, les Ces reportages fameux reportages. horribles, ah oui, qu'on montre sur Les les conditions EHPAD animales. et tout ça. Voilà, donc avec mon esprit très impressionnable du haut de mes 22 ans, oui, bon, effectivement, la question ne se posait même plus pour moi. Voilà, donc du coup, la nutrition est venue par rapport à ça. Et avec mon esprit scientifique, j'ai envie de dire, j'ai creusé, et puis je me suis dirigée vers là, et puis j'ai entamé un parcours de formation dans ce domaine. Jusqu'à présent, je continue à me former parce que c'est vraiment... on n'arrête pas. Et du coup, alors, pourquoi avoir choisi de te spécialiser dans le cycle de la femme? Ben oui, donc je te disais la nutrition, mais en fait, ce qui est arrivé aussi, qui m'est arrivé à moi plutôt sur le tard, j'ai commencé à avoir des règles douloureuses en fait. Je dirais vers mes 21, 20, entre 21 et 25 ans maximum. Donc plutôt sur le tard. Au début, j'avais des règles qui se passaient très très bien, sans encombre, rien de notoire. Contrairement à d'ailleurs ma grande sœur qui souffre énormément à chaque cycle depuis qu'elle est toute jeune. Hein. Moi, ça allait, donc je me disais super, je suis sauvée. Ben non, en fait, j'étais pas sauvée. Ça a commencé sur le tard. J'ai pas tout de suite fait le lien nutrition cycle. D'un côté, j'avais voilà ces idées de nutrition par rapport voilà qu'est-ce que je mange, comment ça va m'aider à être plus performante par rapport à mes études, la condition animale, tout ça. Et puis en fait, de l'autre côté, il y avait mes cycles, mais j'avais pas encore fait le lien à cette époque-là quand j'étais jeune. Voilà, et c'est plus tard, en apprenant plus sur moi-même, en me rendant compte, en fait, je pense que c'est l'expérience, en me rendant compte que, tiens, certaines, je pense au thé, à l'infusion de gingembre, ah tiens, ça me permet d'améliorer mes douleurs, ah tiens, qu'est-ce qu'il y a dans le gingembre qui peut m'aider, c'est un anti-inflammatoire, ok, intéressant. Tiens, quand je mange, j'avais commencé à adopter une alimentation beaucoup plus saine, avec moins de sucre, de cochonneries, c'est surtout les cochonneries industrielles, hein, toutes ces choses-là, les gâteaux les tout produits préparés, tout transformés. ça. Voilà, c'est les produits transformés vraiment. Tiens, je me sens mieux, ça va mieux par rapport à mes règles. C'est des connexions que j'ai faites comme ça. Et puis au final, ben voilà, je suis rentrée dedans et j'ai commencé à me spécialiser dans ce domaine-là. Dès le début, hein, la question de nutrition et hormones, tout de suite pour moi, elle s'est posée quoi. Et puis en fait, j'ai eu mon diagnostic d'endométriose en 2015. Toutes ces années avant 2015, où effectivement c'était je savais pas exactement si j'avais l'endo. Je sais que ma grande sœur l'avait eu son diagnostic, elle, donc elle savait qu'elle avait l'endométriose. Moi, j'avais pas vraiment de terme dessus. J'avais plus de règles spécialement douloureuses,
Donc, il s'est passé quelques années entre ma prise de conscience alimentaire et finalement le diagnostic. Mais j'avais quand même ça n'allait pas totalement, quoi. Il y avait quand même des soucis qui m'amenaient à consulter, etc. Donc, de fil en aiguille, j'ai à mieux comprendre le cycle menstruel. J'ai cherché, ensuite, quand j'ai eu mon diagnostic, à comprendre c'était quoi cette maladie, hein, puisque maintenant qu'elle me touchait, c'est vrai que c'était vraiment impératif d'en savoir plus. Et du coup, au moment où ce diagnostic tombe, tu dis qu'effectivement ta grande sœur l'avait déjà. Est-ce que comment tu accueilles ça? Est-ce que c'était, enfin, tu ne t'y attendais pas du tout, ou est-ce que tu t'es dit bon ben enfin je sais ce que j'ai? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Je me rappelle à l'époque, moi je pense que j'étais dans le déni, le déni total. C'est-à-dire que ça m'a pas fait grand-chose. Je me suis dit ok. Endométrie. Je pense qu'en plus, je l'ai encore, hein, l'IRM et tout. Je l'ai vu, j'ai lu, hein, j'ai vu marqué. Mais en fait, je l'ai remise dans un coin, en fait. Puisque ça, pour moi, ça changeait pas grand chose à ma vie à ce moment-là, puisque j'avais géré mes douleurs, je savais gérer, je faisais mes petites affaires. Donc, ça changeait pas grand chose à ma vie, concrètement, à moi. Donc, le diagnostic, j'étais un peu dans le déni. Mais je continuais à me poser des questions, à essayer de comprendre comment je pouvais améliorer mon équilibre hormonal avec tout ce que je faisais à alimentation. Il y a eu le yoga aussi que j'ai découvert à peu près, enfin, avant quand même dans ces eaux-là. Du stress tout simplement, le bien-être par les plantes, toutes ces choses-là, toutes ces petites choses qui s'étaient ajoutées les unes après les autres au fil des années. Ben, je continuais dessus. Mais le diagnostic même, vraiment, je pense que j'étais vraiment dans le déni, quoi. J'étais bon, ok, je continuais mes affaires. C'était bizarre, mais c'était comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait l'IRM parce que mon gynéco m'a envoyé et j'ai eu le résultat. Et après, je suis pas allée le revoir avec les résultats. Moi, j'avais ma réponse, mais je suis pas allée le voir. Parce qu'en fait, je savais à peu près ce qu'il allait me dire. Tu n'avais La peut-être pas pilule, envie d'entendre ça. Ah non, j'avais pas envie de prendre la pilule. Ça faisait déjà des années que j'avais arrêté la pilule. Je réfléchis, peut-être une bonne 5-6 ans, même plus, que j'avais arrêté la pilule. Donc, parce que moi, j'étais dans toute cette mouvance naturelle, donc je veux pas mettre de choses synthétiques dans mon corps, je mets du maquillage naturel, je mets pas de crème, enfin, c'était vraiment tout naturel, tout naturel pour moi, jusqu'à présent, hein, d'ailleurs. Et donc, c'était les solutions qu'aurait pu me ne te fournir convenaient pas. mon gynéco. Non, elles m'intéressaient pas du tout. Donc, ok, je suis passée, j'ai continué ma petite vie. Du coup, tout en t'informant de plus en plus sur ce cycle féminin. Alors justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? C'est vrai que tu disais que tu as pris la pilule, tu avais pris la pilule avant et après tu as décidé d'arrêter. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai un petit peu l'impression que très jeunes, les femmes prennent la pilule, très jeunes, on les met sous pilule et finalement les femmes n'apprennent pas vraiment à comprendre leur cycle, à gérer leur cycle. Je sais pas ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est exactement ça. Moi, j'ai pris la pilule, c'était la Diane 35 en plus, une pilule pas top qui a été arrêtée après. J'ai prise très jeune puisque moi, dans mes souvenirs, c'était pour des l'acné soucis d'acné. de peau. Voilà, c'est ça. C'était ça. Donc, Diane 35, on est deux là, tu vois, non mais, ouais, c'est ça. Et j'ai déjà entendu plein d'histoires que des clientes m'ont raconté aussi par rapport à ça, c'était pareil. Donc, Diane 35, et moi j'avais 16 ans, 17 ans, ouais. Entre 17, 18 ans à tout casser. Donc, on m'a donné ça, ouais, entre 16 et 18 ans. J'étais donc assez jeune. Récemment, j'en avais parlé avec mon médecin, mon généraliste. Et je lui disais oui, j'avais pris la DEN 35 et tout vers 16-17 ans. Il m'a dit ah ouais, franchement ça il a dit comme ça, il a dit que c'était quelque chose de grave qu'on m'avait prescrit, qu'on prescrive à des jeunes femmes cette pilule là aussi jeune, parce que notre corps n'était pas encore fini d'être formé, hein.
Elle Elle est est très très dosée, dosée. on n'a pas fini d'être formé. Et la croissance, elle se termine voilà, vers 20, même 22, 25 pour certaines personnes. Donc, ton Mhm. système reproducteur n'a pas fini d'être formé, il n'est pas mature. Et tu donnes ce truc qui va créer des cycles artificiels, bloquer tes cycles naturels. Et ouais, ça m'a fait comme un électrochoc quand il m'a dit ça aussi. Je me suis dit, ben ouais, c'est clair que les problèmes que j'ai eus par la suite, moi, je pense qu'ils sont pas étrangers à ça. Bon, c'est ma théorie, je peux pas le Mhm. prouver, mais je pense qu'ils sont pas étrangers à ça. Et donc, cette pilule est arrivée très tôt et je l'ai prise pendant plusieurs années. Donc, du coup, de mes peut-être voilà 17-18 jusqu'à à peu près, je dirais, 22, 23. Et quand j'ai commencé à m'intéresser au naturel et tout ça, j'ai dit, ah maintenant, il est hors de question que je prenne des hormones synthétiques chaque jour, que je prenne des médicaments alors que je suis pas malade. Et donc, j'ai arrêté de prendre la pilule depuis cette époque-là et je l'ai plus jamais reprise depuis. Et du coup, à cet arrêt de pilule, est-ce que tu observes des différences? Et surtout, du coup, est-ce que tu commences à comprendre et à apprendre un peu mieux comment fonctionne ton cycle finalement à ce moment-là? Alors, le truc, c'est que c'est quand même assez lointain, donc je me rappelle pas très très bien des différences que j'ai pu observer à l'arrêt de la pilule. Mhm. Euh, ce qui m'a plus, ce qui m'a plus marqué, enfin, je pense que quand j'ai arrêté de prendre la pilule, déjà surtout c'était un soulagement pour moi parce que des fois je l'oubliais et donc voilà, c'était Mhm. vraiment Le une source de stress. stress plus qu'autre Mhm. chose. Voilà. Donc voilà. Et moi, j'ai commencé à utiliser une application qui s'appelait Period Tracker, que Mhm. j'utilise plus aujourd'hui, mais qui est très très bien cette application-là. Et donc, je peux remonter sur mes sites je peux remonter pendant jusqu'à 10 ans, 15 ans en arrière avec cette application-là. Et donc, oui, je commençais à avoir cette conscience de mes cycles, d'essayer de comprendre la durée et tout, pourquoi j'avais une durée qui était longue. Moi, j'ai toujours une durée un peu vers le long, vers les 33, 35 Mhm. jours, bonne moyenne 32, 33, mais des fois plus. Mhm. Pourquoi des fois ça se passait très très bien et des fois une fois comme ça pouvait être un petit peu plus problématique. Donc vraiment j'étais plutôt dans un travail d'observation, d'enquêtrice sur moi-même. Mhm. Mais Mhm. voilà, la pilule, c'était juste voilà un mauvais souvenir. J'ai pas eu de symptômes spécifiques à l'arrêt de la pilule, non, une sorte de sevrage, de dérèglement et tout. Peut-être, mais je me Mhm. rappelle plus vraiment. Mais Mhm. voilà, moi pour moi c'était juste voilà un truc inutile. Et je voulais juste Mhm. vivre Mhm. ma vie sans pilule. Mais c'est vrai que du coup, toi, c'est vers l'âge de 22 ans que tu commences à t'observer et cetera et alors que bon, je suppose que tu as eu tes règles bien avant. Donc c'est vrai que c'est Bien sûr, assez hallucinant qu'on ne qu'on n'ait pas une éducation à ce niveau-là, au niveau de nos du cycle féminin. Alors toi, ça arrive à ce moment-là, mais tout il y à a beaucoup fait. de femmes qui commencent à comprendre et à essayer de comprendre un peu leur cycle au moment où finalement elles sont dans un projet bébé, parce qu'il y a l'arrêt de la pilule, Tout etc. Et des à fois, fait. ça peut arriver très très tard. Et c'est vrai qu'il n'y a pas cette éducation au niveau du cycle féminin. Enfin, on a les cours d'SVT, on a des Ouais. petites choses, mais c'est pas très riche finalement. Ah, mais les cours d'SVT, c'est pas vraiment Non, l'éducation ben non, sexuelle, enfin des non. cycles menstruels. Mm, C'est juste pratico-pratique. Il y a les hormones qui montent, qui descendent, machin. C'est mhm. juste ça en fait. Est-ce que tu peux justement nous apporter plus d'éléments concernant ce cycle féminin, justement? Parce qu'on connaît progestérone, œstrogène, ce Oui, qu'on apprend en SVT, mais il n'y a pas que ça, en fait. ouais, c'est clair. Mais en fait, déjà, il faut le mot cycle est important. Il faut qu'on comprenne nous les femmes qu'on est des êtres cycliques. On est sur un non seulement on a le cycle comme tous les humains de jour et de nuit, donc régi par des hormones spécifiques, la mélatonine par exemple et tout. Mhm, Et on a aussi ce cycle de environ 28 jours, hein, plus ou moins, hein, qui est ce qu'on appelle le cycle infradien. Donc on est sur deux cycles. À l'intérieur de ce cycle, donc il y a des fluctuations d'hormones,
les oestrogènes vont augmenter en première partie de notre cycle. Donc, à partir du premier jour de nos règles jusqu'à l'ovulation, ça va être une période dominée par les oestrogènes. Et à partir du moment où on ovule, si jamais on ovule, déjà c'est important, c'est seulement si et seulement il y a ovulation, et bien là, on va avoir la progestérone qui va prendre le rôle, enfin qui va venir s'ajouter à ça, et qui va, normalement, qui doit être en très 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 grande quantité, beaucoup plus en termes de quantité par rapport aux oestrogènes, pour pouvoir justement les contrer, les calmer le jeu, jouer un rôle opposé en fait aux oestrogènes dans notre corps. Et donc ces deux hormones-là, ben ouais, elles sont un peu jour et nuit quoi en fait. Elles sont un peu opposées. Et donc c'est ça qui fait que un cycle bien équilibré, c'est un cycle qui a cette succession d'œstrogène puis de progestérone, avec beaucoup plus de progestérone que d'œstrogène du coup à la fin. Et puis ensuite, et donc la deuxième partie de cycle, à partir du moment de l'ovulation jusqu'aux prochaines règles, qui est dominée plutôt par la progestérone, c'est la phase lutéale. Et oui, comprendre ça, c'est déjà super important, parce qu'on peut faire des liens ensuite. Qu'est-ce qui se passe si jamais on sécrète pas assez de progestérone? Il y a un déséquilibre. Qu'est-ce qui se passe s'il y a trop d'œstrogènes en première partie? Qu'est-ce qui se passe si on n'ovule pas? Il y a plein de questions qui peuvent découler de ça. Qu'est-ce qui se passe si je mange pas correctement et que du coup mon corps il répond pas correctement à la progestérone par exemple? On pourra peut-être en parler plus tard. Donc finalement cette succession d'hormones au cours de mon cycle, elle est pas gravée dans la pierre. Ça change. Donc le cycle même, il est tributaire de mon stress, il est tributaire, et toutes les femmes le comprennent ça. Quand j'ai une période très stressée, le cycle d'après, c'est n'importe quoi. Donc il est tributaire du stress, il est tributaire de mon alimentation. Je disais, est-ce que je me nourris suffisamment? Il y a des femmes qui peuvent perdre leurs règles, ne plus avoir de règles, parce qu'elles se nourrissent pas assez. Ben oui, c'est ça. L'aménorrhée hypothalamique, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, mon cycle, je disais, il est tributaire de toutes ces choses-là, de toutes les choses qui vont se passer dans ma vie et qui vont avoir des répercussions dès le mois d'après, le cycle d'après. Donc, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses comparé aux hommes. Ouais, c'est pas pareil. Ils ont une testostérone qui fluctue un petit peu dans la même journée, mais voilà, c'est tout. On n'est pas du tout pareil. Non, et c'est vrai que cette notion de facteur externe, en fait, qui impacte le cycle, ça, je trouve que c'est pas forcément un élément qu'on a et qu'on nous transmet, en fait. C'est vrai que ce qu'on a dans notre tête, c'est que tous nos cycles se ressemblent, ce sont des cycles de 28 jours et que tous nos cycles se ressemblent, et on n'a pas forcément cet élément de facteur externe qui pourrait impacter nos cycles. Alors, ce qu'on entend, c'est que les femmes ont des hormones et que quand elles se comportent comme ci, comme ça, c'est à cause de leurs hormones. Ça, c'est ce qu'on entend. Maintenant, voilà. Ça, c'est vraiment... ça, c'est vraiment le cliché de la femme qui va avoir ses règles. Voilà. C'est ça. Mais on se pose pas la question, est-ce que c'est normal, entre guillemets? Est-ce que je voudrais aussi parler un peu du fait qu'on normalise le fait d'avoir les règles douloureuses. Oui, c'est très... Ouais. C'est pas normal. Bah oui. Ben oui, c'est pas... Alors déjà, ça nous force ça force les femmes à être dans une espèce d'attitude d'acceptation. Résilience, acceptation. Ah non, mais j'aime pas ces trucs-là. Mais oui, c'est genre, c'est comme ça. Des jeunes femmes toutes petites qui souffrent, qui vomissent, qui ont la nausée, qui ont des maux de tête, qui peuvent pas aller à l'école, qui sont mal. C'est comme ça. Mais le motif, c'est règles douloureuses, et puis voilà. Et du coup, il y a beaucoup de jeunes femmes qui passent à côté d'un diagnostic, en fait, et c'est pendant de nombreuses années. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on pensait ça.
Effectivement, c'est Mhm. important de le rappeler, important de transmettre cette information-là, parce que pendant longtemps, c'est ce qu'on pensait, que les règles douloureuses, c'était normal. Et limite, on nous disait, bon, ben, pourquoi tu te plains? Tu as tes règles, c'est normal que tu aies mal. Donc, c'est important de rappeler que non, les règles ne Clairement, sont pas forcément douloureuses et l'importance de se faire suivre clairement, pour clairement. explorer un peu tout ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler maintenant du lien de la nutrition et du cycle féminin? Oui, alors plus particulièrement sur la nutrition, c'est vrai qu'il faut comprendre que il y a certaines molécules, déjà, il y a deux choses dont je veux parler. D'une première chose, c'est les molécules qui ressemblent à nos oestrogènes, qu'on va absorber via l'alimentation, qu'on peut absorber via aussi la peau ou bien via d'autres choses. Donc, il y a ces molécules-là qu'on va mettre dans la catégorie des xénoœstrogènes. Et dans cette catégorie-là aussi, il y a ce qu'on appelle les phytoestrogènes, donc des molécules qui viennent des plantes qui ressemblent aux oestrogènes, qui vont avoir un impact sur notre cycle. Ça, c'est vrai. Ça Mmh. peut être pour le meilleur comme pour le pire. Pour le Mmh. meilleur dans le sens où ça peut aider des femmes ménopausées, par exemple, à avoir Est-ce moins que de tu peux bouffées nous de donner des chaleur. exemples, de plantes, par exemple? Oui, alors ça, souvent, on entend parler du soja, Mmh mh. des molécules qu'il y a dans le soja Mmh. qui vont pouvoir, qui ont une action oestrogénique, hein, une action oestrogénique très, très, très marquée. Mais Mmh. il faut bien faire la différence. C'est une action oestrogénique qui n'est pas exactement pareille que les oestrogènes, Mmh. qui est moins forte souvent, qui a des actions moins fortes, mais qui va, si tu veux, les hormones vont se fixer sur la cellule à des récepteurs, et donc les phytoestrogènes peuvent bloquer ces récepteurs-là, et donc au final faire que on se retrouve à ne plus ressentir les effets des vraies hormones. Donc c'est très Mmh. complexe, c'est très très complexe cette histoire de Mmh. phytoestrogènes. Mais là, tu parles du soja, et ça me fait penser justement à il y a des études là qui ont montré, un lien, une corrélation entre, le soja et la puberté précoce. Est-ce que ça te parle? Ben Mmh. oui, tout à fait. Mmh. Le soja, mais il n'y a pas que le soja, hein, c'est tout ce qui est graines en fait. Donc, faut penser Mmh. aussi au lin, aux graines de lin, les graines moulues, graines de chia aussi. Je pensais aux les choses comme les amandes, les graines ont toutes des Mmh. phytoestrogènes dans des proportions plus ou moins élevées. Donc, tout ce Mmh. qui est lait végétaux aussi contiennent des phytoestrogènes. Hein, ça, il Mmh. faut pas Mmh. l'oublier. Pas que le lait de soja, l'avoine aussi, toutes les graines. Et donc oui, quand un individu qui n'est pas encore rentré en puberté, un enfant, donc un enfant prépubère est exposé à un très fort taux de ces phytoestrogènes, eh ben même si ça a des actions plus faibles que les vrais Oui. oestrogènes, mais s'il y en a beaucoup, ça va avoir une action clairement, ça va une action, Mmh. ça va faire quelque chose. Mmh. Et donc oui, ça peut déclencher alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dessus. C'est controversé, hein, c'est toujours controversé malheureusement, ce sujet-là des phytoestrogènes. Mais ça peut déclencher des choses chez les filles, donc des pubertés plus précoces. Et chez les Mmh. garçons, ça peut provoquer des phénomènes de féminisation. Et j'ai un Mmh. exemple avec, alors c'est pas l'alimentation, mais c'est les huiles essentielles, parce que je suis aussi praticienne en phyto et en aromathérapie. Et Mmh. je prépare un doctorat à l'Université des Antilles sur les plantes antidiabétiques. Donc Mmh. les plantes, c'est vraiment un sujet aussi qui me passionne quoi en fait. C'était pour dire Mmh. ça. Et il y a des études, des cas cliniques en fait. Donc c'est pas des études faites sur des souris ou quoi, c'est des vrais cas dans la vraie vie Mmh. d'enfants de petits garçons qui à force en fait que leurs parents utilisaient des huiles essentielles sur eux. Donc par exemple le soir pour dormir, l'huile essentielle de lavande, celle à lavande et le titri dans les études en question. Pour le déodorant, il y a des huiles essentielles dedans. Pour faire le ménage, tout ce qu'on a à la maison, Mmh. dans un but d'être naturel, on remplace par des produits maison et qui contiennent beaucoup d'huile essentielle. Et donc, dans le cas de de la lavande, par exemple, ça a causé ce qu'on appelle la gynécomastie. Donc, ça veut dire que un petit garçon qui développe des seins, en fait. Mmh. Donc, parce que la lavande, elle est très riche en phytoestrogènes, en fait. Très, très riche en D'accord. phytoestrogènes. Et Mmh. donc, l'effet, là, il est concret. On voit Mmh. concrètement. Et du coup, ce qui est important de préciser aussi, c'est que à l'arrêt
de l'utilisation d'huile essentielle de lavande, d'accord, et de Tout, titri, mhm. c'est revenu dans l'ordre. Tout s'arrête, d'accord. Voilà, Mhm. voilà. Donc ça, c'était bien pour prouver que c'était bien ça C'était bien qui ça avait, l'effet. qui avait causé la gynécomastie. Donc Mhm. oui, c'est pas anodin, c'est pas anodin les phytoestrogènes. Donc du côté de l'alimentation, c'est ça. Et sinon, je reviens juste rapidement sur, c'est vrai, sur le soja, parce que du coup, là, je suis en train de penser, je me dis, mais en fait, quand on regarde tous ces produits transformés, les gâteaux, en fait, il y a du soja un petit peu dans, dans beaucoup d'aliments transformés. Quand on regarde les étiquettes, on voit souvent ça. Il y a du soja dans les burgers qui sont pas des vrais steaks hachés en fait. Mhm, Les steaks hachés moins chers, quand c'est marqué burger à l'oignon ou je sais pas quoi, mhm, c'est-à-dire que ils remplacent une partie du bœuf par du soja. Donc mhm. on en mange sans Sans vraiment y s'en faire rendre attention. compte. Mhm, Voilà. Il y a alors du soja, on peut en trouver. Alors dans les aliments, c'est plutôt sous forme d'huile de soja mhm, qui rajoute. Le soja en lui-même, c'est un peu plus difficile, mais par contre dans les compléments alimentaires, les pour soi-disant des trucs santé ou quoi que ce soit, des mhm, protéines végétales et tout, c'est des mhm, protéines de soja le plus souvent parce que c'est le moins cher. Donc il y a mhm, beaucoup de soja qui se retrouvent. Et puis ensuite, voilà, les gens disent, il y a des gens qui digèrent pas le lactose, donc ils se tournent vers des yaourts mhm. au soja, puisque c'est les yaourts, Moi, la ouais, c'est première. les yaourts, c'est la première, d'accord, Ah c'est les bah, parce yaourts que végétaux les plus c'est ça. abordables. Bah oui, c'est ça Oui. en fait, c'est ça. Et quand on n'a pas tous ces éléments-là, ben du coup, on est exposé à ces phytoestrogènes. On est exposé à ça tout à fait Mhm, et finalement c'est plus grave pour les enfants quoi. Hein. mhm, C'est-à-dire que donner à des enfants du lait végétal, c'est une très très mauvaise idée. Hein. C'est une très 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 mauvaise idée à mon sens. mhm, Alors, du lait de soja certes, mais tous les laits végétaux en fait. Hein. mhm, On se rend pas compte de l'impact que ça va avoir sur le système endocrinien des mhm, enfants. Je parle même pas des bébés parce que quand même les bébés, faut le bon sens, je pense, mhm, et encore là, et on nourrit pas des bébés avec des laits végétaux, hein, mhm. mais même des enfants, voilà, 5, 6 ans, 10 ans, c'est pas anodin, c'est pas anodin. Mhm. Non, c'est intéressant, c'est très intéressant d'avoir tous ces éléments. Et justement, alors là, on a parlé plutôt de ce qui pourrait entraîner des effets. Quels aliments seraient à privilégier du coup concernant pour essayer d'avoir une homéostasie, un équilibre hormonal? Mhm. Ouais. Alors, la question de savoir quel aliment est bon et si ça, c'est une question que on se pose tout le temps, hein, parce qu'on a Mhm. envie d'avoir un petit peu une Une recette recette magique. miracle. Voilà, voilà. Mais désolé, mais il n'y a pas d'aliment miracle. Ce qu'il y a, c'est une alimentation équilibrée. Et c'est quoi l'alimentation équilibrée? Eh ben, c'est m'assurer que dans mon repas, chaque repas et dans chaque collation, j'ai un petit peu de glucides, un petit peu de protéines et un petit peu de lipides. Donc, que j'ai les trois macronutriments les principaux qui soient présents, ça, c'est déjà super important. Et en fait, d'un point de vue nutritionnel, par rapport à la progestérone, ce qui est super important aussi de comprendre, c'est que mon hormone, elle peut être sécrétée, aller dans mon corps. L'hormone, c'est ça, c'est un messager, mais il faut encore qu'elle puisse délivrer son message à la cellule cible. Et donc, je te disais, il y a un récepteur sur la cellule donc l'hormone va se fixer dessus comme une clé au niveau d'une serrure, et Mhm. puis déclencher tout un tas d'actions, tout un tas de réactions chimiques dans la cellule. Et mais si ma cellule, pour une raison X ou Y, n'a pas les bons récepteurs, ou alors le récepteur il se bloque, là du coup l'hormone elle est là, mais elle n'agit Elle pas. sert à rien. C'est- Mm. Voilà. Et c'est ce qui se passe quand on ne mange pas régulièrement, quand on jeûne, par exemple. Alors pour les Mhm. femmes, je dis ça vraiment avec intention parce que le jeûne, c'est pas juste je vais jeûner dans la nature, machin. Non, c'est pas ça. C'est par exemple, je me réveille le matin, je mange pas. Je Mhm. suis en train de jeûner puisque ça fait depuis hier soir que je ne mange pas. Donc là, je suis à 8 heures déjà, à 8 9 heures de jeûne. Et puis, je continue le jeûne jusqu'à l'heure
de la collation, peut-être à 10 heures, je vais manger quelque chose, ou alors à midi, 13 heures, je vais manger quelque chose. Donc c'est un jeûne qui est déjà hyper prolongé. Et ce que ça fait en fait dans ton corps au niveau de tes cellules, c'est que ton corps il essaie de trouver des solutions pour avoir quand même de l'énergie, hein, parce que on ne fonctionne pas seulement avec de l'amour et de l'eau fraîche. Il nous faut de l'énergie, il nous faut du glucose pour faire de l'ATP, pour faire de l'énergie. Donc notre corps, il va trouver des moyens, des plans B en fait pour relarguer, pour trouver ce glucose. Et il va activer donc d'autres hormones qui sont des hormones de stress, on va dire entre guillemets, le cortisol, notamment. Toujours on connaît le cortisol, et aussi ça peut être de l'adrénaline par exemple. Et ces hormones-là, en fait, ce qu'elles font, ben quand mon corps il est saturé, enfin qu'il y a en présence de ces hormones-là, ça bloque le message de la progestérone au niveau de mes cellules en fait. Là déjà, je suis en train de dérégler mon cycle en faisant ça. Donc parce que si mes cellules elles font la sourde oreille, elles comprennent pas, elles n'écoutent pas plutôt le message de la progestérone, alors qu'elle est bien là, ma progestérone, ben au final, ça a une répercussion sur le cycle d'après. Puisque je disais, la progestérone, elle sert à contrer un petit peu et à faire à compléter et en même temps à faire opposition aux effets des oestrogènes. Donc du coup, la progestérone, on l'oublie, c'est comme si elle n'est pas là. Il me reste plus que les oestrogènes. Il y a rien pour faire la balance, quoi, pour faire l'équilibre. Et donc le cycle d'après, j'ai des règles qui sont plus longues, plus abondantes. J'ai des choses qui peuvent commencer à apparaître, des kystes, des fibromes, etc. au fur et à mesure des cycles. Et voilà, du coup, j'ai contribué à dérégler mes cycles en ne mangeant pas régulièrement, en mangeant pas assez, en faisant des jeûnes, en faisant beaucoup d'exercices aussi. Bon, ça c'est le problème des athlètes, hein. Bon, nous on n'est pas toutes des athlètes, mais les athlètes de haut niveau qui font énormément de sport, leur corps est très stressé, hein, beaucoup de cortisol et tout dans leur système, et donc les elles peuvent avoir des périodes d'aménorrhée. Voilà, les règles disparaissent, c'est ça, elles disparaissent. Et donc oui, c'est l'alimentation là, clairement, c'est je mange pas du coup, donc le manque d'alimentation, le manque de régularité dans les repas. Je reste trop longtemps sans manger. Ça peut arriver aussi, par exemple, je mange le matin et puis je mange pas le midi, et jusqu'à 14, 15, 16 heures, c'est à ce moment-là que je vais manger. C'est une période de jeûne qui est longue aussi. Et là aussi, ça peut causer du tort à ma progestérone, et à la longue, hein, dérégler, entre guillemets, déséquilibrer mes hormones et dérégler mes cycles. Donc, c'est super important finalement de se dire que une chose aussi anodine, hein, ne pas manger correctement, ça peut avoir des conséquences. Et donc, du coup, il n'y a pas d'aliment miracle, mais tout simplement le fait d'honorer ses besoins, quoi, d'honorer ses besoins. On a besoin de manger, on peut pas se nourrir de seulement vivre d'air comme ça. Je suis toujours stupéfaite enfin pas stupéfaite, je commence à avoir l'habitude, mais j'ai souvent vraiment les femmes qui sont en face de moi, elles peuvent être en surpoids ou pas, hein, mais elles mangent pas grand chose, quoi. Elles mangent pas grand chose, mais il faut manger un petit peu plus, parce que là le corps il est en souffrance, et il y a toujours des conséquences. Ça peut être, ça se présente différemment chez chaque personne, chaque femme. Voilà, une, ça va être des soucis de règles irrégulières, des règles douloureuses. L'autre, elle a tendance à faire des fibromes, cela. Donc, il va y avoir une autre a des migraines, une autre, voilà. Il y a plein de symptômes différents, plein de tableaux cliniques différents pour chaque femme, voilà. Parce qu'il y a la génétique qui vient aussi s'en mêler. On peut être prédisposé à telle ou telle maladie qu'une autre, hein. Ça, c'est bien réel aussi, la génétique, hein. Mais la génétique plus nos habitudes de vie, ça, c'est ça qui vient vraiment ça vient s'accumuler et consolider, voilà. Et du coup, alors justement, qu'est-ce que tu proposes comme accompagnement pour accompagner les femmes, des femmes qui présenteraient
peut-être une infertilité ou d'autres pathologies comme tu parlais de l'endométriose, peut-être du SOPK. Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu proposes des ateliers? Est-ce que c'est en collectif? Est-ce que c'est en individuel? Qu'est-ce que tu proposes? C'est les deux. C'est les deux. En fait, l'individuel, c'est indispensable hein, parce qu'on est toutes différentes. Donc, on va travailler au cas par cas. En fait, ce que j'aime faire avec les personnes que j'accompagne, c'est partir de questions pratico-pratiques. Qu'est-ce que je mange hein, donc, on part de l'alimentation. Et puis, en fait, finalement, au fur et à mesure des séances, moi, je leur parle de leur cycle, je leur parle d'autres, enfin, je viens rajouter des choses et j'essaie de les convaincre de pratiquer plus d'activité physique, de les convaincre, enfin, d'essayer de trouver avec elles des solutions, en fait, clairement, pour mener une vie un peu moins stressée et d'honorer tout simplement leur cycle en sachant se reposer quand il faut se reposer et être dans l'action quand il faut être dans l'action, par exemple. Donc l'idée vraiment, c'est cet accompagnement, il part sur une alimentation. J'essaie de leur faire comprendre de quoi leur corps a besoin, d'accord, pour finalement pouvoir créer une alimentation, un menu qui soit adapté à leur goût, qui leur convienne et qui puisse s'adapter à leur vie, parce que c'est ça aussi, hein, on a des modes de vie différents et parfois très très Mhm. speed. Mais il y a Mhm. toujours moyen de trouver quelque chose qui fonctionne pour moi, quoi. Mhm. Et donc, l'accompagnement individuel, il est comme ça. Et l'accompagnement collectif, alors ça m'arrive de faire des interventions, des conférences en groupe. Je travaille avec des associations. Récemment, je travaillais avec l'association Liquide Liquide Chocolat. chocolat pour Voilà, l'endométriose. Mhm. voilà, ça m'est arrivé de travailler avec des associations pour le cancer du sein aussi, les Mhm. Amazones, hein, Mhm. et d'autres. Donc, à ce moment-là, je vais vraiment prendre des conseils clés de ma méthode. Hein, je vais prendre des conseils clés et les présenter, expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Et puis souvent, c'est des moments assez révélateurs. On me dit, ah bon, je pensais pas et tout. Et je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça, Mhm. c'est vraiment, c'est ça que ça m'anime beaucoup. Ça me Mhm. plaît énormément de casser un petit peu les choses qu'on a toujours l'habitude d'entendre et puis Mhm. pas Exactement, manger les idées pas manger reçues. ça, voilà, Ouais. tel ou tel aliment n'est pas bon, machin. Moi, je suis pas là-dedans, il n'y a pas d'aliment bon, mauvais, bon, sauf bien sûr si c'est un truc bourré de pesticides et tout, on est d'accord. Mhm. Mais avec l'expérience, surtout parce que ça fait quand même de nombreuses années que je fais ça, je suis sortie de cette vision un petit peu binaire comme ça, bon, Mhm. mauvais, bien, mal, le sucre, c'est pas bon, c'est machin, je suis un peu sortie de ça, c'est un exemple comme un autre, hein, le sucre, Mhm. mais je suis un peu sortie de ça pour vraiment chercher l'équilibre, parce Mhm. que je pense que c'est ce qui m'a beaucoup manqué pendant de nombreuses années, l'équilibre, et c'est ce qui manque encore à beaucoup de personnes. On est trop dans l'extrême. Puis pour pouvoir justement maintenir de façon régulière, que ça devienne des habitudes alimentaires. Parce qu'effectivement, peut-être aussi que parfois ça peut faire peur de se dire bon ben je dois complètement évincer tel aliment, je dois consommer que ça, Mange pas, etc. Voilà. Et ça, mange ça. pas. Mhm. Parce que tu vas évincer des aliments, mais tu vas craquer le week-end. C'est ça. Et tu vas Et tu mal vas craquer. Et du coup, culpabiliser. tu vas craquer Voilà, là. voilà. Tu vas culpabiliser, tu vas dire, ah ouais, non, je suis pas bien. Mais j'entends beaucoup de culpabilisation. Ça m'attriste beaucoup, hein. Mhm. C'est, ah oui, je fais pas bien. Ah, j'ai mangé ça, je sais que c'est pas bien. Ah, c'est beaucoup, ouais. Je fais des choses, mais dans mon cœur, parce que j'ai envie de le faire, ça me fait plaisir. Mhm. Mais en même temps, je me culpabilise, je me dis, ah, je suis une mauvaise fille, tu vois, c'est un peu de l'autoflagellation, là. Mauvaise fille, mauvaise fille. Et en fait, c'est Oui. vrai que, à partir du moment où ça devient une injonction,
encore une injonction aux femmes parce que les femmes ont quand même beaucoup beaucoup d'injonctions. Là, je pense que ça devient compliqué. Mais c'est l'idée de d'éducation en fait finalement, d'éducation à l'alimentation, à bien se nourrir, et puis que ça devienne vraiment des habitudes. Puis on a tout entendu hein, les régimes, je vais nommer hein, des régimes du camp, etc. où on évinçait complètement certaines catégories et on a bien vu les dégâts que ça a fait et que ça a créé finalement. Tous ces troubles, ça crée des troubles tous les régimes. alimentaires, enfin tous les Ouais, régimes d'ailleurs. c'est ça. On se crée des problèmes qui n'ont pas lieu d'être là parce qu'on a déjà nos propres problèmes. On a déjà nos problèmes gynéco Mhm. ou autres. Donc, Exactement. c'est pas la peine de venir s'ajouter encore des choses et des restrictions et tout ça. Le but, c'est pas de faire n'importe quoi, de manger n'importe Mhm. quoi. Bien sûr que non. Mais d'avoir un petit peu plus cette conscience d'équilibre et puis Mhm. d'essayer C'est d'aller ça. au fond des choses. C'est-à-dire que si j'arrive pas à digérer tel ou tel aliment, c'est pas parce que l'aliment est mauvais, c'est parce que Mhm. moi j'ai peut-être un petit souci au niveau digestif, au niveau intestinal, et c'est ça qu'il faut que j'aille travailler dessus, il faut que j'aille Explorer. adresser ce problème. Et voilà, il faut que j'aille explorer Mhm. ce problème-là pour Mhm. aller mieux et pour pouvoir finalement mieux digérer. C'est pas en Mhm. évinçant des choses que je vais retrouver la santé, pas du tout. Je peux avoir de symptômes, mais par contre, ça va pas être top. Peut-être que je vais avoir des carences, peut-être que je vais finalement en train de me créer des choses sur le long terme, alors que finalement le problème il est encore là. J'ai toujours des problèmes digestifs, c'est juste que je ne Mhm. mange pas telle ou telle chose en produits C'est laitiers, ça. En ceci, fait, le cela. problème reste là. Le Mhm. problème, il reste là, il reste là. Mhm. Et donc ça, c'est important de ne pas rester sur des choses comme ça, de pas rester sur l'élimination, mais aller au fond des choses. Et c'est ce que je fais. Ouais. Mmh. Et justement, je voulais juste, revenir aussi sur des choses. Tu disais que tu accompagnes des femmes, on a parlé, possiblement quand c'est des femmes présentent des problèmes d'infertilité. Mais là, je suis en train de me dire: «Mais en fait, je sais pas si tu le fais déjà et si tu as cette opportunité, mais ce qui serait encore mieux, ce serait d'accompagner les jeunes femmes dès l'adolescence pour qu'elles aient déjà les bonnes habitudes alimentaires, pour qu'elles connaissent bien leur cycle». Ce serait génial je sais pas, de faire, une collaboration avec l'éducation nationale, j'en sais rien, mais qui est vraiment cette prévention depuis l'adolescence, depuis les premiers cycles finalement, et que ça Mhm. devienne vraiment de bonnes habitudes. Clairement, alors bon, c'est peut-être pas pour demain, mais Mhm, je pense que les femmes d'aujourd'hui là qui sont en train de prendre conscience, des femmes de voilà de 20, 25 ans, 30 ans, 35 ans, qui prennent conscience de leur cycle maintenant, qui vont avoir des enfants, mhm, elles vont donner une autre éducation à leurs jeunes filles. mhm, Et c'est vrai que ça peut paraître long comme ça, la génération suivante, voilà, c'est dans 25 ans. Mais je pense que elles seront mieux armées que nous. Les jeunes mhm, femmes, les jeunes filles d'aujourd'hui, euh, c'est ce que j'observe, hein, c'est que bon, tant que c'est pas répandu, c'est pas mainstream, c'est pas intéressant quoi. mhm, Donc c'est un peu compliqué. Certaines sont intéressées, d'autres clairement pas. Mais enfin, personnellement, j'essaie de les aborder sous un autre angle, plutôt avec mhm, les plantes, quoi. Tiens, parce que je fais aussi des préparations de thé, de mhm, tisane pour les règles douloureuses. Donc mhm, déjà, ben tiens, tu peux prendre ce thé-là, et puis tu vas voir que ça va mieux se passer pour tes règles. Et mhm, donc, si elles prennent le thé et qu'effectivement elles se rendent compte que ça va mieux, déjà ça va allumer un petit truc, elles vont se dire, tiens, il y a des choses que je peux faire déjà différemment. Et mhm. c'est une première approche. L'approche alimentaire, c'est un peu plus compliqué à cet âge-là. C'est pas C'est impossible, vrai. hein. Mais ouais, je commence, c'est ce que je fais. J'ai eu quelques cas comme ça. Je commence avec les Mhm. plantes et après, On glisse vers l'alimentation. on peut placer quelques petites choses. Oui, oui. Donc, par rapport aux jeunes filles, je voulais ajouter aussi que j'ai eu l'occasion d'aller au lycée agricole, faire une intervention justement par rapport à la nutrition produits locaux. Et j'ai vu quelques jeunes filles qui effectivement, c'était je mange pas le matin, quoi. Je mange Mhm, pas le matin. Il y en avait pas mal qui étaient comme ça dans cette situation-là. Et du coup, j'en ai profité pour leur glisser des infos, pour leur dire qu'effectivement, il fallait faire attention que ça aurait des conséquences sur leurs règles, etc. mhm, Et j'ai senti qu'elle m'écoutait avec attention. Donc, c'était un exemple concret pour dire que oui, quand mhm, même, il y a des choses comme ça qui peuvent les interpeller.
voilà. Mais bon, là, c'était une grande classe, on n'était pas, c'était pas intime, donc on n'avait pas commencé à parler de Rentrer règles, dans le, ouais. voilà, rentrer dans le sujet même. Mais j'ai senti que ça a attisé leur attention et j'ai bien insisté sur ce petit déjeuner. Je pense qu'il est très, très important. Donc Très oui, important. c'est un exemple où effectivement, comme tu disais, dans les écoles, oui. Et du coup, tu as ce compte Insta, Créole Nutrition. Tu transmets des infos concernant les plantes, l'alimentation et tu parles aussi du yoga hormonal. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors le yoga, déjà le yoga tout court, c'est un terme qui est un petit peu clivant hein, ici aux Antilles par rapport à la chrétienté et tout. Et j'ai même envie quelquefois de m'en détacher hein, parce que le yoga, c'est pas une religion en fait. Mais dans mes cours, c'est vraiment une façon de se mouvoir, c'est du mouvement conscient avec la respiration. Et ces mouvements qu'on fait, ben, ça va permettre de faire circuler correctement la circulation sanguine, la circulation lymphatique. On met le corps en mouvement, on assouplit les fascias. C'est super, super, super intéressant. Et avec la respiration, ça permet de vraiment agir sur le stress, de faire descendre le niveau de cortisol. Les effets du yoga, ils sont il y a plein d'études qui sont sorties là-dessus, sur les effets de la respiration, sur les effets des postures. C'est très documenté. Ça agit concrètement. Donc pour moi, c'est super important de faire quelque chose qui est quelque chose de prouvé scientifiquement derrière, hein, parce que moi, je suis scientifique à la base. Et donc, le mot yoga, voilà, c'est pas une religion. Donc, il faut se retirer ça de la tête. Certes, il y a peut-être certains profs qui vont mélanger un peu des trucs un peu ésotériques, on va dire. Mais moi, je pratique pas comme ça. Juste pour dire ça. Donc, le yoga, déjà, ça m'a apporté beaucoup. Quand j'ai découvert ça, ça m'a permis de me centrer, de faire du bien, de me faire de l'exercice, mais d'une façon ludique. Pour moi, c'est vraiment, il y a plein de styles de yoga différents. Et quand j'ai découvert le yoga et que j'ai commencé à pratiquer plein de styles différents, à l'époque j'habitais à Paris, il y a du yoga dans des salles chaudes, on appelle ça le Bikram, du yoga Vinyasa, du yoga Hatha, du yoga aérien, je veux dire, des fois les ben oui, il y a aucun cours qui se ressemble. Donc moi, je trouve ça très ludique de pouvoir se faire du bien et que ce soit différent. Le yoga égypto-africain aussi que j'ai découvert et que je pratique encore, qui m'a aussi apporté énormément puisque les postures sont différentes, c'est les postures qu'on voit sur les temples en Égypte. Enfin bref, donc plein de styles différents. Le yoga hormonal, qu'est-ce que c'est? C'est une femme qui s'appelle Dina Rodriguez, une brésilienne qui aujourd'hui elle a dans les 92, 95 ans. Hein. Elle est très âgée et encore très en forme. Et elle a commencé à pratiquer le yoga sur le tard, hein, vers ses 30 ans. Et du yoga donc classique, hein, qu'on appelle le Hatha Yoga. Moi, j'ai une formation en Hatha Yoga. Et elle a commencé à observer que ça lui faisait du bien dans ses cycles. Et tout simplement son bien-être, mais clairement c'était par rapport au fait d'être une femme, de vivre mieux ses cycles. Et elle a commencé à essayer de créer vraiment des séquences dans des buts bien précis. Donc elle a travaillé avec des gynécos, son gynéco à l'époque. Elle a fait vraiment les choses de façon très carrée. Moi, j'apprécie ce côté scientifique carré qu'elle a eu, parce qu'elle a fait aussi des études cliniques dessus pour montrer les effets du yoga hormonal. Et donc, elle a pris certaines postures du Hatha Yoga classique en combinant avec des respirations particulières, donc une respiration, on appelle la respiration de feu, en combinant avec des visualisations, donc on va s'arrêter en rétention de souffle poumon plein et visualiser certaines parties du corps. Donc ça peut être ouvert droit, ouvert gauche, ça peut être la thyroïde, une glande très très importante hein, qui fabrique les hormones thyroïdiennes. On peut visualiser sur l'hypophyse par exemple, hein, qui est donc du coup la pièce maîtresse au niveau du cerveau qui envoie les infos, voilà, les infos au reste du corps. Et toutes ces choses-là combinées dans sa séquence bien précise et bien codifiée de yoga hormonal permettent de stimuler le système endocrinien, le système des glandes qui fabriquent les hormones.
donc y compris les ovaires qui fabriquent progestérone et oestrogène. Et donc cette séquence-là, elle est à faire plusieurs fois dans la semaine. Et clairement, vous allez observer des effets, mais très marqués sur les cycles. En mieux, j'espère en mieux. Donc, c'est une séquence, la séquence de vrai yoga hormonal, hein, je parle bien du yoga hormonal. Elle dure à peu près 35-40 minutes. Donc, on peut la faire à la maison et tout. Il y a des vidéos là-dessus. Et le but, c'est effectivement de stimuler. Donc, en stimulant le système endocrinien, on peut combattre aussi le vieillissement. Du coup, on peut combattre le vieillissement. Donc, retrouver, garder sa jeunesse, puisque les hormones commencent à décliner. Voilà, à l'âge fatidique, hein, qu'on nous dit à partir de 35 ans. Bon, oui, ben c'est vrai, hein, il faut pas se voiler la face. Hein. À partir d'un certain âge, on commence un peu les choses commencent un petit peu à décliner. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut l'accepter aussi. Donc il y a des effets positifs sur les cycles, des effets aussi sur le diabète, puisque le diabète c'est lié aussi aux hormones. Voilà, d'autres hormones, hein, insuline et bien sûr, mais les hormones, ça a des effets positifs, je disais, sur la qualité de la peau, les choses comme ça, parce que ça c'est lié aussi à l'imprégnation hormonale. Donc les effets ils sont particuliers, ils sont intéressants, mais c'est un yoga qui est particulier, c'est un yoga qui est vraiment particulier. La séance elle ressemble pas du tout à une séance classique. Séance de yoga classique, mais c'est hyper intéressant. Je connaissais pas du tout le yoga hormonal. Ouais, il faut savoir aussi que tous les yogas vont avoir un effet positif. Un effet. Sur le système. Voilà, donc c'est pas pour dire que c'est que le yoga hormonal, mais j'ai envie de dire que le yoga il y aura un effet anti-stress. Voilà. Le yoga hormonal de Dina Rodriguez, c'est puissance 100, quoi. Mais faire du yoga ou faire de la gym douce, ou même du pilates aussi. Le pilates, c'est un peu difficile, c'est autre chose. Hein, mais une activité physique, déjà, c'est bien parce que ça va permettre d'améliorer la résistance à l'insuline, ça va permettre d'agir pour les femmes qui souffrent d'ovaires polykystiques, c'est super intéressant hein, d'agir sur la résistance à l'insuline, par exemple, pour toutes. Hein. Donc une activité physique déjà c'est bien, mais en plus une activité comme du yoga, comme de la gym douce, qui va permettre d'avoir aussi un côté relaxation. Là, ça va être encore mieux. Puis un côté aussi pour se recentrer vers soi finalement, se reconnecter à soi. Tout à fait, se reconnecter à soi et apprendre à se réguler soi-même finalement. C'est hyper intéressant. Ouais, c'est puissant. Et non, c'est très puissant. Hein. Je suis toujours étonnée quand les gens disent ouais, le yoga, on s'ennuie et tout. On s'ennuie pas, on va pas s'ennuyer au yoga. Il y a plein de choses à faire. Ça, on va s'arrêter là dans notre discussion. Merci pour toutes ces connaissances, pour toutes ces informations tellement enrichissantes que tu nous as apportées aujourd'hui sur la connaissance sur le cycle, sur le lien avec la nutrition. Merci pour tout ça. En tout cas, on sent que tu es vraiment passionnée par ce que tu fais, passionnée dans l'accompagnement des femmes, que les femmes se connaissent mieux. On sent que c'est vraiment c'est pas une corvée quoi, c'est vraiment une passion. On sent que ça sort de tes tripes. Je suis vraiment contente que d'autres personnes puissent entendre et te découvrir et savoir que ce que tu fais, parce que c'est vraiment d'utilité publique de connaître toutes ces informations, et je trouve que vraiment ça manque vraiment. Les femmes ne se connaissent pas, les femmes parfois apprennent à se connaître très tardivement, et des fois peut-être parfois trop tard. Peut-être après avoir eu de mauvaises habitudes, peut-être que parfois c'est même trop tard. Et j'espère vivement que les choses bougent et que tu puisses de plus en plus accompagner des jeunes femmes de plus en plus tôt pour que les habitudes changent en fait. C'est tellement important. Tellement important. Et je voulais te demander exactement pourquoi tu as voulu participer au podcast Bicafemme. Eh bien, déjà, le nom m'a plu, un Bicafemme. Le nom m'a interpellée. On se demande pourquoi.
Et puis ensuite, j'ai écouté un épisode et voilà, ça m'a plu, ton approche m'a plu, ta bienveillance. Je me suis dit, ce serait intéressant effectivement de pouvoir un petit peu toucher différentes personnes et peut-être plus de personnes en faisant un podcast. C'est un format que j'apprécie énormément, le format podcast. D'ailleurs, j'ai voulu lancer mon podcast. Mais on t'encourage vivement. Il faut sur le cycle de la femme. On attend ça. Eh ben oui, ça va venir. Parce que, en tout cas, ça fait partie des choses que j'apprécie et que j'aimerais faire. Et donc oui, voilà, ça m'a tout de suite donné envie d'aller vers toi. Mais écoute, encore merci pour cet échange hyper riche. Merci pour tout ça, pour toutes ces connaissances que tu nous as apportées. Et puis je vous invite à aller sur le compte Créole Nutrition sur Instagram et le site internet. Voilà. Et j'ai un blog et donc j'ai des articles, des trucs que je poste pas sur les réseaux sociaux en fait. Hein. Des articles plus en profondeur sur vraiment expliquer c'est quoi l'alimentation qui serait la plus adéquate pour améliorer sa fertilité, expliquer c'est quoi la différence entre les ovaires polykystiques et l'aménorrhée hypothalamique, expliquer l'endométriose. Je prépare un article sur l'endométriose et les bienfaits de la progestérone. Et donc je vais plus en détail sur mon blog. Donc l'adresse est vanessamerilmamère.com, mon nom en entier collé. vanessamerilmamère.com. Et vraiment encore merci. Et avant de terminer, est-ce que tu pourrais te décrire en 3 mots, s'il te plaît, Vanessa? Me décrire en 3 mots. Alors déjà passionnée, c'est toi-même qui l'as dit en plus, mais c'est vrai que c'est un mot qui me parle beaucoup, passionné, la passion, parce que ce que je fais, ça vient de mes tripes, il y a mon vécu dedans, mais pas que. Il y a beaucoup d'heures de boulot, de lire, d'éplucher des études scientifiques, d'essayer de vulgariser entre guillemets ce qui se passe, ce qui se dit dans les milieux médicaux, pour que le kidam puisse comprendre. C'est beaucoup de travail, mais un travail qui me passionne parce que ça me touche. Donc c'est comme si ce que j'apprends déjà, je vais pouvoir me l'appliquer à moi-même. Hein. Ça c'est important pour moi. Les conseils que je donne, c'est ce que j'applique dans ma vie. Hein. Je dis pas de faire des choses que moi je fais pas. Donc je le vis et j'ai envie de le partager parce que je vois les bienfaits quoi. Donc oui, c'est de la passion. Et ensuite un deuxième mot, je dirais loyal. Je pense que je suis loyale en amitié. Notamment et c'est important pour moi l'amitié, la famille, voilà, le mot loyal me vient à l'esprit. Et ce troisième mot? Poser. Je dirais poser. Je suis quelqu'un de posé. Mais merci encore Vanessa, et puis on te souhaite tout ce qu'il y a de bon, et puis à bientôt Vanessa. À très bientôt Mélissa, merci encore. Merci, à bientôt. C'était l'épisode 22 de Big à Femme. Je remercie sincèrement Vanessa du compte Créole Nutrition pour cet épisode qui est une vraie mine d'or d'informations sur le cycle menstruel. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.